un innovateur, un rêveur, un magicien. Celui qui, de sa simple tête et de par sa détermination, a créé l'un des plus gros monstres du divertissement de tous les temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un créateur de génie sans équivalent. Je vais vous parler de Walt Disney. Disneyland is your land, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Avant d'attaquer ce que cet homme a réellement apporté au monde du divertissement et de la création en général, faisons une synthèse très rapide de sa carrière. Walter Elias Disney est un producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain, né le 5 décembre 1901 à Chicago. C'est en 1921 que le jeune Walt, âgé de seulement 20 ans, va entamer sa carrière, et ce car il commence déjà à développer un grand attrait pour le cinéma. C'est notamment comme cela qu'il tombera un jour sur un livre racontant les débuts balbutiants du cinéma d'animation, ce qui développera chez lui une réelle fascination pour le milieu. Walt ne tarda donc pas très rapidement, et ce accompagné de son collègue Fred Harman, à fonder leur première société de production de dessins animés du nom de Cahiers Studio. Évidemment, ce début fut très timide avec des très petites productions. Mais le réel début de sa grande histoire créative commence réellement qu'en 1923, et ce après qu'il ait décidé de partir de chez lui pour accomplir son immense ambition dans le monde du dessin animé et de l'animation, et ce en allant tout droit au monde de tous les possibles, Hollywood. C'est une fois arrivé là-bas que le rêve de grandeur de Walt commence à s'enraciner durablement dans sa tête. C'est donc ainsi, au sein du garage de son oncle Robert, que ses premières productions vont pouvoir voir le jour avec son premier projet du nom de Alice Comedies, mêlant animation et images réelles. Une idée qu'il réussira à vendre à un distributeur grâce à un intervenant primordial dans son parcours et sa vie, Roy Disney, son frère aîné, qui sera son associé et surtout celui qui l'aidera très rapidement à ouvrir les Disney Brothers Studios. Les studios Disney allaient donc pouvoir officiellement être mis en chantier. Ces mêmes studios qui permettront de voir naître le personnage d'Oswald le Lapin en 1927, puis surtout Mickey Mouse en 1928. Mickey deviendra une réelle icône de pop culture presque immédiatement et à échelle mondiale. Jamais un personnage de dessin animé n'avait reçu une telle renommée et reconnaissance de l'histoire, permettant donc à Walt et à ses studios Disney de gagner énormément en réputation, mais aussi financièrement grâce à la vente gargantuesque de produits dérivés. S'en suivra donc dans les années à venir au sein des studios Disney énormément de productions de Walt et ses collaborateurs autour du personnage de Mickey et Minnie, son équivalent féminine, mais aussi des créations de divers personnages qui gagneront autant en renommée au sein des divers courts-métrages animés tels que Dingo en 1932 ou Donald en 1934. Après ces énormes triomphes, Walt passa à la vitesse supérieure en se lançant à un énorme défi qui lui fera produire avec ses équipes le tout premier long métrage d'animation de l'histoire en 1938. Le film se nommera Blanche-Neige et les 7 nains. Ce film deviendra de par sa révolution dans le monde de l'animation et des arts visuels, le modèle de la production à la Disney, avec par exemple des films qui sortiront dans les années à venir, tels que Pinocchio en 1940 ou Bambi en 1942. Ce dernier sortira réellement dans la douleur pour Walt, mais aussi et surtout les studios Disney. Suite à de profonds chamboulements au sein des studios et de la boîte, et donc des animateurs et employés, provoquant par la suite de gros mouvements de grève demandant de meilleures conditions de travail et salaires au sein du studio. Après un certain moment et grâce à la grande aide de Roy, Walt et ses employés trouveront un terrain d'entente permettant de remettre en production les différents projets. Suite à ces très nombreux soucis cumulés au gros déficit financier de par les échecs consécutifs des dernières grosses productions Disney, notamment compte tenu de la période de sortie en pleine Seconde Guerre mondiale, Walt va finir par décider que les studios Disney vont devoir se diversifier dans leur secteur d'activité, et ce en produisant notamment des contenus à destination des milieux militaires, que ce soit avec des visuels d'embrigadement pour l'armée, ou encore des courts-métrages diabolisant autant que possible l'ennemi, notamment avec un court-métrage mettant en vedette Donald, se faisant endoctriner par le régime nazi. En termes de diversification financière, Walt décidera aussi de diriger son entreprise vers des productions de films en images réelles, tels que L'île au trésor, qui est un récit autour de pirates qui sera leur premier film à rentrer en production et sortira en 1950, et Walt décidera par lui-même, et pour finir, de se mettre au format de documentaire animalier,
qui porteront le titre C'est la vie. Le premier d'entre eux sortira en 1948. Après tout cela, Walt souhaitera tout de même que les studios se relancent dans le monde de l'animation, en lançant notamment le projet Cendrillon, qui sortira en 1950. Mais au final, de son côté, il ne participera que très peu à la production de ce film, car ses attentions sont à présent ailleurs. C'est ce qui va finir par le mener à ouvrir le premier parc à thème de l'histoire, sous le nom de Disneyland, en 1955, en Californie. Ce projet sera une véritable réussite et une vision comme jamais il en avait été montré auparavant. Cela l'encouragera à se dédier corps et âme dans ce secteur, où il se mettra à plancher avec ses équipes sur des concepts d'attraction immersives et révolutionnaires. Mais tout d'abord, en parallèle de ses projets, il mettra sur pied un film de cœur qu'il voulait produire pour ses filles, adaptant leur livre préféré, Mary Poppins, qui sortira en 1964. Mais malgré tout, toute son attention reste portée sur un projet hors norme, surtout pour l'époque, du nom de Epcot, qui se voulait être la ville du futur, et plus globalement le projet Disney World, qui inclura parc à thème, centre de loisirs, hôtels et villes, comme il n'en a jamais été vu auparavant. Malheureusement, Walt Disney s'éteindra le 15 décembre 1966 des suites d'un cancer du poumon, ne lui permettant pas de réaliser le dernier et plus grand projet de sa vie. Ce résumé extrêmement rapide du parcours de Walt étant fait, je vais aborder maintenant avec vous dans le détail comment Walt et ses équipes ont complètement changé le monde de l'animation, du cinéma et du divertissement global. It was all started by Mickey. Comment parler de Walt Disney sans parler de dessin animé et d'animation globale? Je pourrais par exemple commencer à parler de créations telles Oswald le Lapin, datant réellement des tout débuts du studio. Mais malheureusement, ce personnage sera très vite oublié, et ce car Oswald le Lapin appartenait selon les contrats à Universal, et suite à quelques désaccords et problèmes de leur part, feront perdre la production du personnage des mains de Walt, qui était pourtant son créateur. Suite à cela, il se mit à créer un personnage inspiré d'une souris avec de grandes oreilles qu'il voulut appeler Mortimer. Mais son épouse Liliane ne valida pas ce nom, pour proposer quelque chose de plus agréable et sympathique, tel Mickey Mouse. Avec ce personnage, il commencera avec sa petite équipe à bosser sur 2 dessins animés muets du nom de Plain Crazy et The Galloping Gaucho. Sauf que gros problème, à ce moment-là, le monde du divertissement venait de connaître un bouleversement d'ampleur. Et ce, à cause d'un film qui portait le nom de Le chanteur de jazz, qui était tout simplement le tout premier film de l'histoire incorporant de la parole. Don't cry. Il était donc très compliqué d'arriver à partir de là avec des œuvres muettes. Mais ce n'est pas grave, Walt eut une idée. C'est avec leur 3e production mettant en vedette Mickey que Walt allait réellement lancer la carrière de la sympathique souris, et qui va leur permettre de trouver des distributeurs qui pourront être intéressés par ce dessin animé. Et ce premier épisode porte évidemment le doux nom de Steamboat Willie, qui sortira le 18 novembre 1928. Cela sera une véritable révolution, qui s'avéra être ni plus ni moins que le premier dessin animé composé d'une synchronisation complète et intégrale du son et de l'image, grâce au travail du très méconnu Bill Garretti, qui de par son travail sur le son de Steamboat Willie a permis l'exploit de faire siffler Mickey, d'entendre le bruit de la cheminée et siffler du bateau, les grognements de Pat le pirate, ou encore le bruit de Mickey qui se distord et qui joue d'un instrument. Tout est fait pour jouer avec l'apport de l'audio et donner une énorme claque et avancée technique à cette époque. Nul besoin de spécifier comme Steamboat Willie va donner un impact retentissant sur le monde de l'animation, et sur son essor tant cela semblait hors norme qu'une succession d'images, un simple dessin, puisse prendre vie et produire des effets sonores. Steamboat Willie est le réel commencement vers la maturité du médium du dessin animé. Et en même temps que cette révolution, évidemment le personnage de Mickey deviendra la mascotte la plus reconnaissable et appréciée au monde. C'est le premier personnage de dessin animé à toucher un public aussi large,
Auparavant, il y avait certes des personnages tels Félix le chat, mais qui n'avaient certainement pas un centième de l'impact que Mickey va provoquer. Ce succès va bien évidemment pousser Disney à étendre son nombre de productions en parallèle de Mickey, pour surfer sur cette pente ascendante pour le studio, en produisant notamment une série de dessins animés du nom de Silly Symphonies. Chaque épisode était unique et présentait de nouveaux personnages et contextes, des instruments vivants, des squelettes dansant en rythme, les trois petits cochons, il n'a pas le temps, pas le temps, pas le temps, il travaille constamment. ou encore le vilain petit canard. Tous poussaient dans les retranchements les styles amenés avec Mickey, amenant petit à petit, avec eux, des avancées telles que les premiers dessins animés en couleur. Le tout en jouant toujours avec l'audio et les musiques associées. Ces dessins animés étaient une véritable zone d'expérimentation pour Walt et ses équipes. Tous les épisodes de Silly Symphonies rencontreront, eux aussi, un vif succès. Et ce, tout en développant petit à petit tout le médium et les codes de l'animation en le poussant de plus en plus loin. C'est comme ça que d'ores et déjà, à l'époque, les studios Walt Disney deviennent les leaders incontestables de l'animation. Cette réussite va faire profondément avancer le studio et le faire grandir en taille et en effectif. Une question est sur toutes les lèvres, où est-ce que Walt va s'arrêter? Et ben justement, pour lui, cela ne fait que commencer. Un soir de 1934, Walt propose une importante réunion sur les plateaux à toutes les équipes de la compagnie. Il montera sur scène, face à tous ses employés, avant de se mettre à jouer tout seul sans personne d'autre pour lui donner la réplique. Il joua presque l'entièreté du film tel qu'il l'imaginait face à eux, comme un one-man show, en incarnant tous les personnages. Tout ça pour les convaincre de le suivre dans sa nouvelle idée de génie, produire le tout premier long métrage d'animation de l'histoire qui se nommera Blanche-Neige. Il faut bien comprendre comme pour cette époque le pari était quasiment inimaginable, voire inenvisageable, tant l'animation était finalement vue comme une simple œuvre pour enfants, sans réelle ambition, sans être une réelle œuvre artistique, et surtout est très rapidement long et coûteux pour des petites périodes de temps. Là où lui voyait pour ce projet un vrai long métrage d'animation comprenant des éléments de dramaturgie, tel un véritable film de cinéma, et sur une durée de plus de 1 heure. Snow White is as exciting as a western, as funny as a haywire comedy. It combines the classic idiom of folklore drama with rollicking comic strip humor. It is an authentic masterpiece. Malgré les doutes venant de ses associés et ceux même de son frère Roy, qui pensait réellement que ce projet pourrait faire plonger et couler le studio, Roy avançant à son frère que le film, en plus d'être beaucoup trop coûteux en temps et en finances, allait en plus de cela n'intéresser personne et devenir un énorme échec au box-office. Ce projet était un énorme pari beaucoup trop risqué pour la Walt Disney Company. Mais Walt est borné et il est convaincu que la bonne idée de réaliser une adaptation d'une des célèbres œuvres des frères Grimm, un conte très populaire, le tout réinterprété à leur manière. Pour lui, ce sera le coup de génie pour atterrir et intéresser le public. Sa motivation et sa croyance dans le projet suffira à donner la motivation à toutes les équipes qui vont finir par y croire autant que lui. Le réel défi avec Blanche-Neige, c'est que là où sur de petits dessins animés de simples petits gags qui faisaient rire suffisait, ici on parle de quelque chose qui doit réellement tenir en haleine le public sur une beaucoup plus longue durée, de sorte à ce que les gens puissent réellement s'attacher aux protagonistes et à l'histoire qu'ils vivent. Et pour y arriver, il se dit qu'il faut réussir à retranscrire un certain naturel et réalisme dans le récit, mais aussi et surtout dans les personnages représentés, tant dans leur animation que leur comportement. Pour ce faire, quoi de mieux que de ramener du réel directement, il décidera pour ce faire de par exemple ramener au sein de leur studio des animaux pour que les équipes des dessinateurs et animateurs puissent observer et analyser leurs mouvements pour les retranscrire les plus naturellement possible. Mais pas que, car ils effectueront plein de tests pour simuler des événements et éléments physiques du monde réel, pour réellement être au plus proche de la réalité et donc de l'effet recherché. Il engagera même des acteurs et actrices, toujours dans l'optique d'analyser leurs mouvements et de les reproduire. Cette méthodologie sera celle qui finira par être employée au travers de tous les futurs films Disney. Et c'est en quelque sorte ni plus ni moins que l'ancêtre de la motion capture, qui permet à un modèle 3D de directement copier ses mouvements sur celui d'un humain, pour être le plus réaliste possible. Et Walt avait déjà ce désir malgré son époque bien plus lointaine. The first thing I did when I got a little money to experiment, I put all my artists back in school. Now we were dealing in motion, movement, and the flow of movement, the flow of things, you know, action, reaction, all of that.
So we had to set up our own school. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, ces techniques pour l'époque étaient très chronophages, lourdes et coûteuses pour les équipes et le studio. Car pour faire simple, voilà comment fonctionnait un système d'animation traditionnel à l'ancienne. On a d'abord les chefs animateurs qui se chargeaient de dessiner tous les personnages et séquences principales, les intervallistes qui de leur côté s'occupaient des mouvements entre les images clés des chefs animateurs, puis il y avait les coloristes qui, en plus d'amener la couleur, transféraient les dessins sur des feuilles transparentes aussi nommées cellulo, pour ensuite enfin être captés par les caméras qui, une fois que l'on succédait les plans, créaient de l'animation. Maintenant imaginez tout ce que je viens d'expliquer appliqué à ces méthodes de production. C'était véritablement infernal et le perfectionnisme de Walt ralentissait drastiquement le projet en plus de fatiguer les équipes. We'd have to pay live action. There were no books, nobody I could bring in to teach it. We were self-taught. Ce sera en tout près de 200 000 dessins qui seront nécessaires pour animer l'entièreté du film Blanche-Neige. Le tout est allé sur près de 4 années de préparation et de production et près de 1,48 million de dollars sans prendre compte de l'inflation. Ce qui est énorme. Mais après tout ça et moult galères et problèmes de production, le film sortit enfin le 26 mars 1938. Et cela sonna comme l'un des plus gros événements cinématographiques de l'époque. Le tout retransmis à la télévision avec une énorme avant-première avec invités et mascottes des personnages. Ça y est, ce projet de longue durée dans lequel il a placé tous ses espoirs et ceux de ses équipes sortait. We're very happy that it's being given this big premiere here tonight, and all these people are turning out to take a look at it, and I hope they're not too disappointed. Ce fut une réussite artistique et critique inespérée. Le film reçut un torrent d'admiration. Toutes les émotions parcouraient les spectateurs. Le rire, la tristesse, l'inquiétude, le questionnement et le soulagement. Ils l'ont fait. Ils ont créé un véritable film d'animation, montrant que oui, avec de l'animation, de véritables émotions étaient envisageables, tel un véritable film. Les gens pouvaient pleurer face à des images animées. Le pari de Walt était réussi. Ce film aura donné le ton pour toutes les futures créations de la Walt Disney Company, dans les futures productions que lancera Walt, telles que Pinocchio ou Bambi, qui d'ailleurs pour ce dernier sera salué à l'époque comme l'œuvre la plus ambitieuse du studio à ce moment-là, qui réussissait à représenter autant la sublimité de la nature que ses horreurs. Mais ne nous attardons pas sur ces œuvres-ci, car une autre œuvre atypique et qui tient à cœur à Walt est en production, avec la première œuvre cinématographique incluant la célèbre souris Mickey, qui se devait à sa toute base être un court-métrage incluant Mickey en sorcier, le tout mêlé à un orchestre symphonique dirigé par Leopold Stokowski, un célèbre chef d'orchestre de l'époque. Monsieur Stokowski, Monsieur Stokowski. Ah, mes félicitations, maestro. C'est toi qu'il faut féliciter, Mickey. Et pour ce qui est du nom du film, je parle bien sûr de Fantasia. Le but de ce projet était vraiment d'ouvrir la jeunesse à la musique classique. Là, avec ce projet, il voulait toujours, comme avec Blanche-Neige, véhiculer de l'émotion, mais plus par le réalisme des scènes, mais de par la synchronisation de la musique avec l'image, et donc de ce fait, de faire ressentir par l'abstraction. Il voulait joindre les artistes et légendes de l'art de son temps pour les fusionner à son art à lui, et donc de par ce biais, créer une œuvre intemporelle. Nous allons vous présenter les concepts, les images et les histoires que la musique a inspirées à l'esprit et l'imagination de notre groupe d'artistes. En d'autres termes, ce ne sont pas là les interprétations de musiciens professionnels. Et pour ma part, j'en suis très heureux. Ce que vous allez voir sur cet écran est une évocation visuelle des images abstraites qui pourraient vous venir à l'esprit si vous alliez dans une salle de concert écouter cette musique. Une fois de plus, Walt avait une réelle vision artistique de son médium. N'y allons pas par quatre chemins, il a complètement donné la voix au secteur de l'animation, mais aussi au secteur du cinéma dans tellement de formes. Il a montré que tant qu'on arrivait à retranscrire une émotion, à la mettre en scène, que ce soit face à la caméra ou de par le tracé à la main, tout était possible. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de se remettre dans le contexte de l'époque, où tout devait encore être inventé dans un média aussi jeune. Et toutes les équipes de Disney à cette époque ont littéralement inventé une grande majorité des codes de l'animation moderne.
L'héritage qu'ils ont apporté au monde de l'animation de par leur technique et minutie est énorme, et que ce soit Walt de par ses idées et ambitions, mais aussi de par le travail de ses équipes et animateurs, ils inspireront sans l'ombre d'un doute bon nombre d'individus et entreprises à l'avenir. Sans le chef-d'œuvre révolutionnaire qu'a été Blanche-Neige, nul doute que le cinéma d'aujourd'hui aurait été bien différent, que ce soit dans le domaine de l'animation qui est un des secteurs du cinéma les plus fluctuants et rentables, que dans le cinéma tout court, vu comme au final les films eux-mêmes contiennent à présent aussi de l'animation. En 3D certes, mais au final un film tel que Avatar, le live-action du Roi Lion ou tout autre personnage créé numériquement sont de l'animation, et sont en quelque sorte là de par le fait que Walt ait cru au fait que l'on pouvait croire en quelque chose d'irréel. Il avait réellement su créer avec ses équipes un réel nouveau langage artistique. Son impact est impossible à réfuter aujourd'hui, sans parler de comment, de par l'entièreté de son œuvre, que ce soit des premiers cartoons jusqu'aux films d'animation, il impactera énormément sa propre entreprise dans toutes les futures productions, et ce même des décennies après sa mort, tant sa vision semblait primordiale à perdurer si l'entreprise voulait perpétuer son héritage et son succès, engendrant évidemment par la suite énormément d'autres entreprises futures de l'animation voulant à leur tour leur part du gâteau sur ce secteur à fort potentiel. Mais pas seulement, car il inspirera aussi des cultures tout entières telles que celle du manga et de l'animation japonaise, avec l'inspiration tout d'abord qu'il a donnée à Osamu Tezuka, créateur notamment de Astro Boy et donc du manga moderne, mais aussi au film des studios Ghibli et son réalisateur de légende, le fameux Hayao Miyazaki, qui est très souvent comparé à Walt Disney pour son style de production et son exigence dans l'animation, et qui eux aussi à leur tour inspireront des décennies de dessinateurs et d'animateurs. Il aura avec la Walt Disney Company créé des œuvres qui malgré leur vieillesse sont réellement intemporelles. Hey, Pluto! Here she comes! Shh, Pluto. You don't want to get thrown off, do you? Be quiet and I'll let you out. Hello. So, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone, without your dog. Yeah, all alone. In our first television show last year, we described to you our hopes and plans for a place called Disneyland. Quand on parle de l'impact et l'apport de Walt Disney sur le monde du divertissement, on parle évidemment aussi de son apport au monde des parcs d'attractions, voire même sa réelle complète invention dans le domaine des parcs à thème. Mais tout d'abord, il est bon de revenir sur la genèse de ce qui va mener à la création du fameux parc Disneyland. Pour se remettre dans le contexte, fin des années 40, Walt lance un grand projet pour une sortie prévue en 1950, qui se devait être le grand retour de leur long métrage d'animation, après une longue période de creux et surtout d'après-guerre, et qu'il voulait chapeauter. Ce projet se nommait Cendrillon. Mais il se trouve que malgré tout, il finira par assez rapidement se détacher du projet, laissant une grande partie du travail à son équipe. Et ce, car il ne ressentait plus l'excitation de la création et de l'innovation de ses premiers films. Sans évidemment oublier que toutes ces années de dur labeur avaient fini par l'user mentalement et physiquement. Walt était papa. Il tenait énormément à ses filles et passait énormément de temps avec elles. Il adorait jouer, leur courir après, faire une partie de cache-cache, leur lire des histoires avant de dormir, etc. Cela faisait partie intégrante de lui-même. C'est son amour pour ses filles qui vont lui faire prendre une direction inattendue. Alors qu'il était en recherche de tout nouveau challenge après avoir repoussé les limites de l'animation et du cinéma, il veut se concentrer sur autre chose, se trouver un nouveau gros et grand projet. C'est lors d'un voyage en 1948 où il s'octroie des vacances et où il se rend par la même occasion à un congrès de compagnie ferroviaire. Et c'est justement quand il va arriver à destination qu'il va immédiatement retrouver son âme et souvenirs d'enfance, le poussant ainsi quand il va revenir chez lui, souhaiter qu'une seule et même chose, obtenir un modèle réduit de la locomotive telle que celle dans laquelle il est monté lors de ce congrès, pour ainsi en avoir une chez lui à disposition pour pouvoir s'amuser et partager ses moments et sa passion
avec ses 2 filles. Il participera même lui-même à la fabrication de ce train. Cela lui a ramené la passion et la fibre créative. Et c'est ainsi qu'autour de chez lui, il installera tout le chemin de fer pour y faire circuler le petit train. Il se créera vraiment un petit monde miniature, avec des routes, des tunnels, des chemins, des petits décors, etc. Tout pour y retrouver une sorte de petit monde. Un endroit réconfortant, en dehors des problèmes de la vie de tous les jours. Ce bien-être qu'il ressent, cet environnement, cette fibre créative et captivante va lui donner une grande idée. Pour la réaliser, il se dit qu'il est bon de déjà avoir un budget de démarrage. C'est comme ça qu'il commence d'abord par liquider certains de ses biens, tels qu'une de ses villas, et emprunte 100 000 $ sur son assurance vie. Il finit même par céder tous les droits sur son nom à la Walt Disney Production. Cette fois c'est sûr, Walt a une idée et il est prêt à tout pour la réaliser. Après tous ses fonds et liquidités récupérés, il crée une toute nouvelle société lui permettant de créer une toute nouvelle entreprise du nom de WED, qui sont les initiales de Walter Elias Disney. Il s'entoure de quelques personnes talentueuses provenant notamment directement des studios d'animation de la Walt Disney Company, et tous ensemble ils se mettent à regrouper des idées. Walt avait même d'ores et déjà griffonné, dessiné et élaboré des plans pour installer son projet sur un terrain vague dont il est propriétaire, histoire d'être tranquille pour faire tout ce dont il a envie. Son projet était de créer un endroit parfait où par exemple ses petites filles pourraient venir sans avoir peur de tomber sur des gens grossiers, des activités inadaptées à leur âge et donc peu accueillants. Un monde idéal pour les petits et les grands, pour que les gens puissent profiter pleinement de leur moment en famille dans ce lieu. Cette idée arrive notamment car à l'époque, les parcs d'attractions se rapprochaient bien plus de fêtes foraines qu'autre chose. Il est indéniable que cette idée, ce que Walt voulait faire, allait être unique, et surtout très onéreux aux grandes dames de son frère Roy, ne voyant qu'un énième potentiel trou financier pour la compagnie. Mais qu'importe, Walt est prêt à tout pour réaliser ce projet qui se nommera Disneyland. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland, seen from about 2,000 feet in the air and 10 months away. Walt savait très bien que s'il voulait pouvoir lever des fonds suffisants pour son projet, il lui fallait une représentation claire et dessinée pour les investisseurs. Il disait d'ailleurs à ce propos, je cite, « Les banquiers n'ont aucune imagination ». Pour ce faire, il demanda à un de ses fidèles collaborateurs et dessinateurs ayant notamment participé à de nombreux films d'animation du studio, Herb Riemann, qui lui sortit ce magnifique plan. We hope that it will be unlike anything else on this earth. A fair, amusement park, an exhibition, a city from the Arabian Nights, metropolis from the future. In fact, a place of hopes and dreams, facts and fancy, all in one. Ces plans en main, Roy, le frère de Walt, qui même si peu convaincu par le projet, allait pouvoir plus aisément commencer à lever des fonds auprès d'investisseurs. Pour en revenir au parc en lui-même, Disneyland est un projet et concept hors norme, et ce car le parc va être pensé comme un univers, une aventure bien réelle. Les zones auront des histoires bien développées, leur donnant une sorte de vécu, et donneront donc en quelque sorte le sentiment de faire voyager les visiteurs qui le parcourront. Tout simplement créer le même genre de monde imaginaire que ce qu'il a pu faire en miniature avec son chemin de fer. Il va en quelque sorte ramener ce qui a été dessiné sur papier puis animé et les faire arriver dans la réalité, plonger complètement les gens dans ce monde hors du réel. La zone qui accueillera le monde des merveilles et des rêves sera un terrain vague de 64 hectares à Anaheim, en Californie. Dès l'entrée de ce parc tel qu'il l'imagine, les gens seront plongés dans un monde merveilleux, et ce via la rue principale du nom de Main Street USA, qui s'inspire de Marceline, l'endroit où Walt a le plus de souvenirs heureux de sa tendre enfance. D'où le fait que cet endroit est celui qui lui semble le plus propice à accueillir les visiteurs, dans cette version idéalisée et édulcorée des États-Unis de 1890, tel qu'il le visualisait étant petit. Il y implémentera aussi des rivières artificielles permettant aux bateaux à vapeur de voguer à travers Frontierland, une zone évoquant la grande époque de la conquête de l'Ouest américain et de par ce biais les cow-boys affrontant les Amérindiens. La rivière servira aussi au ruisseau pour la croisière dans la jungle peuplée d'animaux à Adventureland, mais aussi une zone futuriste donnant une sorte de vision du monde futur, prenant le nom de Tomorrowland, et surtout il veut y mettre un château digne d'un conte de fées accolé et donnant accès à Fantasyland, comme son nom l'indique, représente le monde féerique des contes de fées et grands classiques d'animation Disney. Dernière chose plutôt évidente, mais qui tient à cœur à Walt, un chemin de fer tel celui qu'il avait entrepris en miniature chez lui fera cette fois-ci le tour du parc à une taille bien réelle, permettant d'accueillir des visiteurs à son bord. Mais du coup, d'un point de vue consommateur et des futurs clients du parc, est-ce qu'un parc du genre serait une réelle bonne idée, notamment à cette époque ?
Et ben justement, ce parc arrive réellement à pic, car les Américains dans les années 50 sont de plus en plus nombreux à avoir une famille aisée, qui ont donc les moyens de se faire plaisir et désireux de se divertir tous ensemble, encore plus après la Grande Dépression due à l'après-guerre. Il y a un réel désir des citoyens américains de voir immerger des nouveaux divertissements et moyens de dépenser ses revenus. Le tout aidé par la démocratisation de la télévision, permettant au parc de faire parler de lui et d'être présenté à travers chacun de ses landes. Et ce, de par Walt Disney lui-même. Donc oui, le marché est donc ultra propice pour le projet de Walt, qui s'apprête donc à ouvrir le 17 juillet 1955. Disneyland is your land, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Son perfectionnisme à vouloir tout vérifier, modifier, changer, ajouter pour que tout soit le plus parfait possible, jusque dans les moindres détails, va finalement porter ses fruits et être visible par des milliers d'Américains qui s'apprêtent à voir quelque chose d'absolument jamais vu jusqu'alors. Alors certes, par précipitation et manque de temps, le jour J, de nombreux problèmes sont apparus, comme des raccordements de plomberie dans les fontaines à eau n'étant pas encore faites, le tout sous un soleil de plomb étouffant pile ce jour-là à près de 37 degrés, des gens étaient avec des faux tickets d'entrée dans l'espoir de pouvoir malgré tout découvrir le parc, Fantasyland est fermé à cause d'une fuite de gaz et une des attractions est d'ores et déjà victime d'une panne électrique, et surtout le béton était encore beaucoup trop frais, et avec la chaleur ce jour-là, les femmes en talons s'enfonçaient littéralement dans l'asphalte. Mais malgré tout ça, ce qu'il faut finalement retenir du jour de l'inauguration, c'est le monde qui s'est amassé devant le parc au-delà de toutes les espérances. Le millionième visiteur arrive d'ores et déjà 2 mois plus tard, et on estime à près de 5 millions de visiteurs par an dès les débuts du parc. Walt, malgré tous ses soucis, était heureux. Son monde hors du réel était là, sous ses yeux, sous les yeux de tout le monde. Ainsi naquit le tout premier parc à thème au monde. Et justement, en dehors de la thématisation ultra avancée et immersive proposée par Walt Disney, les années à venir dans son parc seront extrêmement enrichissantes. Pour une chose, le développement d'attractions à la pointe de la technologie est tout autant immersif que ce que le parc s'efforce d'être. Et commençons justement par Tomorrowland qui, comme je l'ai dit là tantôt, a comme concept d'être un land qui se voulait être un aperçu des technologies futures, une fenêtre sur l'avenir et sur les modes de vie futurs. Et qui avait comme promesse d'évoluer énormément avec le temps, pour être toujours à la pointe de la technologie, notamment avec par exemple le fameux premier monorail, qui vraiment pour l'époque était vu comme ultra futuriste et avant-gardiste. Toujours dans la même idée, on pouvait par exemple y voir ce qui pensait être une maison du futur, ou encore une mise en avant très forte de la conquête spatiale, permettant par exemple de monter à bord d'une fusée. En termes d'attraction toujours, tournons-nous maintenant vers Adventureland et son fameux safari via l'attraction Jungle Cruise. Une attraction consistant en une balade en bateau au sein de la jungle composée de faux animaux mécaniques cachés dans les décors, le tout mêlé à un guide à bord interprété par un cast member, et ce dans une ambiance vraiment travaillée permettant notamment de nous propulser dans un véritable safari sans les dangers qui s'y racolent. In studio workshops, meanwhile, artists and engineers were creating lifelike, life-size animals. The actors in the Adventureland drama. Dirigeons-nous maintenant du côté du Far West avec Frontierland. Le land voulant donc nous faire plonger dans la conquête de l'Ouest américain, et donc pour réussir à immerger totalement le visiteur, en plus d'avoir mis un ancien bateau à vapeur, ils vont aussi y implanter un train minier. Car oui, un des grands classiques de l'époque et du genre du Far West, c'est bien évidemment les mines d'or. Ce train de la mine allait donc permettre aux visiteurs de pouvoir parcourir Frontierland, pour y découvrir ses mines et cavernes, son désert. Cette attraction deviendra évidemment des années plus tard Big Thunder Mountain, qui elle sera une montagne russe. Tournons-nous maintenant vers Fantasyland où les enfants et leurs parents purent rejoindre le monde des pays imaginaires grâce au travail des équipes de chez Disney qui ont su, grâce à leur travail sur l'ambiance, le rendre le plus immersif qu'il était faisable. Ces artistes ont rendu l'impossible possible et finiront même par être surnommés les Imagineers, qui, au fur et à mesure des années, formeront de plus en plus de nouveaux arrivants, les formant à leur méthodologie, leur pensée et leur façon de travailler, de sorte à ce que la magie ne s'éteigne jamais à travers les âges. C'est ainsi que cette philosophie et personnes travaillant sur les univers des parcs Disney se retrouvent encore jusqu'à aujourd'hui aux 4 coins du monde, au sein de chacun des parcs à thème Disney, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Chine ou bien à celui de Paris. Tous sont régis par les codes des Imagineers. Et justement, les Imagineers planchaient d'ores et déjà dès l'ouverture du parc sur une tonne de futurs projets lancés de par l'ambition de Walt, notamment sur l'incroyable technologie des audios animatroniques, qui consistait simplement à faire bouger un animatronique, et ce grâce aux sonorités envoyées à celui-ci pour ainsi lui provoquer le mouvement. Technologie qui, de par le soutien prononcé de Walt Disney, va finir par devenir un domaine dans lequel les Imagineers vont pas s'émettre.
Yes, audio animatronic figures. This is sort of another door that's opened for us in the world of making things move, inanimate things move. Now we're making these human figures, dimensional human figures move, animals move, make anything move through the use of electronics. Well, I could show it to you a lot better than I can tell you about it. We come over here and I'll give you a little preview. Ça a tout d'abord commencé avec un simple perroquet à destination d'un des restaurants du parc, avant de finalement ramener cela à des créations des plus ambitieuses, notamment pour l'exposition universelle de 1964 à New York, qui pour l'information sont des événements existants encore aujourd'hui qui permettent des rencontres entre les nations, qui sonnent depuis l'époque de sa création comme une promesse de paix et de tolérance, tout en étant un lieu répondant aux problématiques de chaque époque dans laquelle elle avait lieu, et par la même occasion apportant une certaine participation et immersion aux visiteurs. Et justement, à ce moment-là, les maîtres en la matière, c'était Walt et ses Imagineers, qui recevront donc la proposition de créer les visuels, monuments et petites attractions pour cet événement, et se mirent donc à travailler d'arrache-pied là-dessus, avec justement la technologie des audio animatroniques, qui est une technologie parfaite pour un événement qui prône quand même une certaine vision d'avenir. Ce qui va permettre aux équipes de petit à petit se développer énormément sur le domaine et produire notamment la célèbre attraction It's a Small World, célébrant justement l'acceptation des différences et l'union entre les peuples. Mais aussi et surtout le plus impressionnant, un animatronique de Abraham Lincoln, l'un des présidents les plus importants de l'histoire des États-Unis qui d'un coup d'un seul se retrouva en quelque sorte ramené à la vie. The world has never had a good definition of the word liberty. C'est cet animatronique qui sera la véritable révolution et claque du domaine aux yeux du grand public, ouvrant avec lui le champ des possibles des Imagineers. Avec cette révolution s'ensuivra la première attraction prenant en compte cette avancée, permettant de suivre l'évolution d'une famille à la maison, au travers des années, tout comme son nom l'indique, Carousel of Progress. There's a great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. Lors de cette exposition universelle, ils ont réussi à encore une fois aller au-delà de l'imaginable. Après l'énorme sensation qu'aura provoqué ces attractions et ces audios animatroniques, certaines d'entre elles finiront bien évidemment par rejoindre le parc Disneyland. Cela lancera et poussera donc bien évidemment Walt à se lancer avec ses équipes dans des projets des plus ambitieux, avec cette technologie qui va tout changer. Avec premièrement Pirates des Caraïbes, reprenant un univers s'inspirant de leur tout premier film en captation réelle du nom de l'île au trésor, racontant justement une histoire autour de pirates. Walt voulut donc tenter de le faire sous forme d'attraction. Et puis bien évidemment, il lancera aussi par la suite l'attraction Haunted Mansion, se voulant être leur maison hantée du parc. Ces deux attractions ajouteront à la technologie déjà existante une réelle narration et cinématographie en leur sein. Car tout comme eux, ils seront en quelque sorte storyboardés, il y aura une réelle recherche esthétique et artistique qui prenait aussi vie grâce aux effets pratiques ajoutés à l'attraction. Et donc si les spectateurs prenaient bien le temps d'observer et d'interpréter ce qui les entoure, ils pouvaient y voir une histoire cachée que l'on pouvait découvrir au fur et à mesure de l'attraction, en écoutant ce qu'ils disent ou simplement en observant les véritables scènes tel un théâtre qui se déroulait autour des visiteurs. Malheureusement, Walt n'aura jamais la chance de voir les versions finales de ces deux attractions. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, elles font partie des grands classiques des parcs Disney, tant elles ont été réalisées d'une main de maître, se mariant avec perfection au monde magique et d'aventure voulu par les parcs Disneyland. Au final, Walt aura avec Disneyland réussi, tout comme avec les œuvres animées de son studio, à repousser les limites du possible, à plonger les visiteurs dans un univers tout autre, que l'on pensait inenvisageable, réussir à faire ressortir des émotions, faire vivre une véritable histoire, sauf que cette fois-ci, le personnage qui vit l'aventure, c'est vous-même. Il a réussi avec le principe de parc à thème à faire rentrer les gens dans leur histoire. Ce fonctionnement, ses décors et son immersion
engendreront dès les années 60 une ribambelle de parcs à thème tels Universal Studios ou SeaWorld qui montreront qu'un réel secteur tout entier était en train de prendre vie. Le parc à thème devient un incontournable qui ouvre partout à travers le monde, à tel point qu'aujourd'hui, un parc d'attractions sans thématisation est vite nommé un parking à attractions, tant les parcs à thème ont habitué les visiteurs à un certain niveau d'immersion à travers les parcs. Et pour parler de révolution purement technologique, que ce soit de par le développement, le soutien financier de Walt, mais aussi et surtout conceptuellement dans la production d'audio animatronique grâce aux Imagineers, ils sont les véritables pionniers du secteur. Énormément de leur travail pour les parcs Disney dans ce domaine ont véritablement amené beaucoup d'avancées dans la robotique, de par leur réalisation et leurs mouvements, qui pour l'époque étaient saisissants de réalisme, le tout en ajoutant une immersion sans commune mesure de par les décors et l'univers proposés au sein des attractions. Sans oublier que l'apport de ces audio animatroniques sont une avancée qui servira énormément à la conception de futurs films, tels que Jurassic Park, les Gremlins, Harry Potter, Star Wars et bien d'autres. Et en cherchant beaucoup moins loin, les audio animatroniques sont devenus un incontournable de tout bon parc à thème. De par cette technologie et les années qui passent, les attractions à base d'audio animatronique n'ont fait que briser de plus en plus le monde des possibles. Que ce soit directement chez Disney avec des attractions telles que Mickey & Minnie Runaway Railway, ou une des attractions les plus reconnues dans le domaine, Star Wars Rise of the Resistance. Et en dehors de Disney, il y a aussi par exemple Universal avec des attractions autour d'univers réputés de pop culture, et ce toujours dans l'optique d'immerger le visiteur dans un univers de rêve hors du réel. Ce type d'attractions ont su inspirer, et ce à travers les parcs du monde entier, et risquent par la même occasion d'avoir engendré de par les évolutions des années à venir, d'introduire dans notre vie du quotidien de véritables robots humanoïdes grâce aux avancées de la robotique qui au final partaient à la toute base du monde des rêves et du divertissement introduit par Walt Disney. Well, by this time, there's several thousand people on both sides of Main Street. But we reserved a very special place for you so you won't miss a thing. Well, that's my cue. I gotta take my place in the parade. I'll see you later. Je n'ai pu avec vous qu'effleurer ce que Walt Disney, de par son œuvre et son application, a pu apporter au monde du divertissement au global. Il aura su laisser son empreinte dans le domaine dans toutes ses facettes possibles et imaginables, celui de l'animation en passant par le cinéma, mais aussi dans le domaine de la production et la communication. Walt aura même créé un nouveau genre de divertissement hors du commun, le parc d'attractions thématiques. Son travail à lui et tous les employés des studios Disney aura permis au secteur du dessin animé et de l'animation de s'imposer comme de véritables œuvres à part entière avec leur style et leur code, leur apportant par la même occasion les lettres de noblesse et la reconnaissance qui leur étaient dues. C'est grâce à Walt et de par sa volonté de pousser le médium toujours plus loin que même moultes années après sa mort, il a été possible qu'un film d'animation, La Belle et la Bête sorti en 1991, puisse être nominé à 6 reprises pour un Oscar, dont celui du meilleur film, et il recevra le titre de la meilleure musique et bande originale. Son impact est difficilement perceptible et évident pour bon nombre de personnes, car elles ne savent pas à quel point ce qui semble logique et évident aujourd'hui ne l'était clairement pas avant son énorme apport artistique et imaginatif. Walt Disney, c'était à la base une vision, une philosophie qui aura su parcourir les âges et évoluer avec son époque, tentant toujours de trouver ce que les gens aimeraient voir, découvrir, faire, tout en essayant toujours d'être avant-gardiste, en ayant donc une longueur d'avance sur le monde qui les entoure. En témoigne l'accomplissement d'une manière ou d'une autre des projets qu'il avait entamés de son vivant et se sont transformés, conclus et réalisés après sa mort, avec par exemple le projet Epcot et Disney World. Sans oublier que sa vision et création tellement avant-gardiste a fini par s'exporter à l'étranger, au travers de la multitude de parcs Disneyland, qui ont tous pu exister et voir le jour, car toutes les personnes qui ont participé à la conception de ces parcs ont tous gardé en tête tout le savoir-faire et la méthodologie qu'il a amené pour donner vie à la magie. Là je parle des parcs, mais même plus globalement au sein des studios Disney, son héritage a été suivi et respecté les décennies qui ont suivi, malgré moult crises au fur et à mesure des années. Et même des studios tels que ceux de chez Pixar Animation, qui pour rappel n'étaient pas une structure Disney à la toute base, suivront leur héritage dans la conception d'œuvres d'animation et seront des dignes héritiers de ce savoir-faire. Walt a été un tel visionnaire qu'il a finalement permis à sa modeste entreprise de ses débuts de devenir le mastodonte du divertissement que l'on connaît aujourd'hui, possédant des fondations tellement solides que la Walt Disney Company a finalement pu devenir une entreprise centenaire. Au point qu'au final, toutes les rudes périodes que la compagnie a traversées ou traverse toujours ont presque systématiquement été causées du fait qu'il finissait par s'éloigner de la philosophie fondamentale de l'entreprise, existant pourtant depuis ses débuts, comme si son âme planait toujours autour du studio.
Puis en sortant du cadre très fermé des studios Disney, son impact a été ressenti bien au-delà. Il a littéralement impacté toutes les entreprises du secteur du cinéma et de l'animation à son époque, et dans de nombreuses années à venir. Tous les secteurs, que ce soit du divertissement et d'autres mastodontes mondiales, suivront la formule gagnante qu'il aura su instaurer. Tant il est devenu le cas d'école de la réussite absolue d'une entreprise, il va devenir un des exemples types du rêve américain, telle l'Amérique idéalisée représentée au travers des parcs de la compagnie. Je cite bien évidemment énormément Walt Disney étant donné que c'était la tête pensante et celui qui imaginait tous ses projets en les chapeautant de près ou de loin, mais il a aussi et surtout su durant toute sa vie très bien s'entourer d'hommes et de femmes qui avaient eux aussi un génie créatif et surtout des compétences artistiques hors normes, qui mêlaient à lui créer une véritable magie artistique. La philosophie de Walt et donc des studios Disney aura su résister et voyager à travers les époques. Des millions de personnes via leur œuvre et création seront touchées en plein cœur, mais aussi pour certains viendront titiller leur âme créative. Sa vision et son accomplissement ont très certainement indirectement impacté bon nombre de domaines, apportant en quelque sorte de la magie dans la vie de ces personnes, et que finalement rien n'était inenvisageable tant que l'on a les idées, l'imagination et l'envie de réaliser nos rêves. Là est la véritable magie, tel est son héritage. Gotta go. But thanks. On with the show. J'en ai marre de toi.